Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette série d'explications des 8 trigrammes du Yi-King. Non, je ne vais pas vous faire une review des différents ouvrages, hein, quoique j'y pense quand même parce qu'il y a des différences intéressantes à aborder. Ce ne sera pas pour cette vidéo. Je vous rappelle que je propose une lecture simplifiée de manière à rendre plus accessible ce magnifique outil et de vous donner envie, pourquoi pas, de vous y intéresser. Alors je vais déjà commencer par faire l'introduction de ce qu'est un trigramme. Je sais que certains puristes vont me dire que c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais expliquer, et ils ont raison. Mais merci à eux d'ailleurs pour leurs commentaires sur ma vidéo d'initiation au Yi-King. Ils ont apporté des éléments supplémentaires qui viennent enrichir les connaissances. Alors c'est toujours intéressant d'échanger sur un sujet aussi passionnant que le Yi-King. Mais on va rester sur cette base simple pour démarrer. Un petit peu ma touche personnelle où je tente d'aborder les choses dans un langage commun qui se veut le plus comestible possible. Alors dans cet épisode d'introduction, on va d'abord voir ce qu'est un trigramme de manière générale. En deuxième partie, on viendra parler du yin-yang. C'est un rappel un petit peu plus approfondi que ce que j'avais évoqué dans ma vidéo d'initiation, avec quelques réajustements. Ça me semble important à évoquer car c'est quand même la base de la construction d'un trigramme, donc d'un hexagramme. Pour cet épisode, je m'appuie sur les 3 livres de référence. J'ai enfin réussi à me procurer le bleu. Je suis peut-être un tout petit peu déçue par rapport à ce que j'en attendais parce que ça faisait très longtemps que je le voulais. Donc ce sera le livre de Richard Willem, celui de Pierre Faure et celui que Pierre Faure a écrit en collaboration avec Cyril Javary, celui que j'utilise quasiment tout le temps en fait, qui me semble être, en tout cas pour moi, le plus simple, quoique celui-ci, là, bon, je vous ferai une review. Alors, un trigramme, qu'est-ce que c'est? Les 8 trigrammes, ou baga, je ne suis pas tout à fait sûre de la prononciation, sont le fondement symbolique du Yi-King. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que j'ai imaginé moi aussi à mes débuts, ils ne correspondent pas aux 5 éléments de la nature. Et je pense que la confusion avec les éléments, elle est due au fait qu'on associe les trigrammes à des éléments naturels. Un trigramme, c'est une figure qui est composée de 3 traits, chacun pouvant être yin ou yang, yin très brisé, yang très plein. On le voit à l'image. J'ai récapitulé très succinctement ce que nous verrons plus tard en détail dans les épisodes que je consacrerai à chacun des hexagrammes. Donc un trigramme, ça symbolise les forces de la nature de l'être. C'est pour ça qu'on les associe à un élément, vous le voyez sur le tableau, et on peut dire de manière générale que ça se rapporte un peu à tout ce qui est vivant dans la matière. Il a une polarité parfois à tendance plutôt yin et parfois à tendance plutôt yang. Donc, comme je vous disais, il est associé à des éléments naturels. On voit que la force Qian, donc les 3 traits pleins, représente le ciel. Ça va être la force créatrice, ça va être une force d'action, d'initiation. Et ça va être comme ça pour chacun des 8 trigrammes. Alors, comme je vous le disais, il est associé à des éléments naturels. Ça peut être aussi des qualités dites spirituelles. Et on pourrait aussi parler d'archétypes qui viendraient révéler des forces en action. Alors, on le voit, certains trigrammes vont représenter le père, d'autres la mère. Et ces forces interagiraient et se manifesteraient dans nos vies. On les associe souvent à une sorte d'ordre hiérarchique. Chacun a son rôle, en fait. Et en résumé, un trigramme, ce serait l'expression de différentes énergies qui viendraient structurer un tout. On va regarder le yin. Lorsqu'on parle de l'énergie yin, on parle d'un principe dit de réception. En fait, ça va être la souplesse et l'adaptabilité dans la modération, une sorte de retenue, comme les débuts, les prémices de quelque chose qui se prépare dans l'ombre et qui n'a pas encore vu le jour.
C'est une sorte de gestation. C'est pour ça que je vous ai représenté cette image, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, tout est immobile, mais en réalité, la vie prend forme. Là, c'est comme une femme enceinte finalement, où on voit que son aspect physique a changé, mais dans une sorte de calme, d'intériorité, il y a des forces en mouvement, et tout s'agite à l'intérieur. On pourrait imaginer que ce serait une énergie qui protège et qui veille à ce qui se prépare. On peut dire aussi que c'est l'endroit qui aide l'énergie yang à grandir, puisque l'énergie yang sera donc le contraire d'un yin, à savoir plus de force dans l'action. Là, yin, ça soutient, ça englobe dans une sorte de calme et de silence presque immobile. Mais il ne se passe pas rien. Il se passe des choses qui arrivent, et qui arrivent pour se transformer en yang justement. Donc on en parle. Là, ça va être une énergie très forte, affirmée, elle va pousser à l'action. C'est une puissance hyper dynamique de l'impulse en mouvement. En fait, elle met en acte de manière assez vigoureuse tout son propre potentiel. C'est une sorte comme ça d'élan qui porte et qui dans son mouvement, dans ses actes, en fait une énergie très créatrice. Mais cette énergie, on ne peut pas la tenir indéfiniment. On ne peut pas être comme ce cheval en course. À un moment donné, on s'arrête. Et c'est un peu comme le yin. Il y a un équilibre à trouver. Et c'est en ça qu'on interroge le yiking pour savoir où se situent nos énergies et quelle est la polarité dont qu'on doit mettre en avant pour dépasser une situation, répondre à une question ou pour vivre la situation au mieux nos capacités. Je vous résume avec un schéma. J'espère qu'il sera assez clair. Je crois que c'est le visuel qui m'a demandé le plus de travail. Pas en termes de technique, mais pour essayer de vous faire comprendre ce qu'explique Pierre Fort dans son livre. Alors, il faut savoir que Pierre Fort, c'est l'un des fondateurs et des traducteurs du classique des mutations. C'est l'un des plus grands spécialistes, en fait, sur la question du yiking. Donc, cette figure, elle n'existe pas dans le livre des classiques, mais elle vient parfaitement illustrer ces deux énergies. Alors, je vais me permettre de vous résumer l'extrait consacré au yin-yang, donc dans le livre bleu, et pour mieux en saisir le sens. Je laisse regarder pour avoir la possibilité de bien détailler ce que j'ai tenté de résumer. Yin-yang, c'est la polarité de base du Yi-Jin. C'est la coexistence des contraires. Alors on l'a vu, on peut aussi parler d'opposés, mais pas d'opposés comme dans un combat où les choses viendraient s'affronter de manière frontale. En fait, c'est un jeu réciproque du jour et de la nuit. On imagine que la journée, on est actif, et que la nuit, on se repose, on se régénère. C'est pas des forces données et achevées, mais plutôt, on pourrait voir ça comme des tâches à accomplir. Le yang n'est pas dominant et le yin soumis, ou le bien et le mal, comme on le croit souvent. Et Pierre Fort nous dit dans son livre que comprendre le principe, la notion yin-yang, c'est comprendre qu'en canalisant l'impulsivité, on évite qu'elle dégénère, donc l'impulsivité que pourrait nous apporter le yang, et savoir dire non et imposer des limites, c'est aussi un apprentissage dans le yin, et c'est finalement mettre de la souplesse dans le yang et de la fermeté dans le yin. Donc ce dialogue entre ces deux polarités, il n'est pas binaire. C'est pas deux qui dominent, mais trois. Il y a le yin, le yang et le vide où se produit la mutation. Et ce vide, il est important à comprendre et très difficile à expliquer. C'est pour ça que je vous ai fait un schéma. Dans le langage taoïste, ce serait le point d'équilibre. Alors, cette ligne de vide qui est bien évidemment symbolique et non visible, elle n'est pas à voir comme le néant, mais l'espace auquel tout revient pour se ressourcer. C'est un espace très intense
alors Pierre Fort parle de confusion chaotique parce que les énergies viennent se fondre. Donc le yin et le yang viendraient se fondre pour se transformer et rejaillir pour venir alimenter la dynamique du vivant, du renouveau. En fait, il faut voir ce vide comme l'endroit qui pourrait être presque neutre, mais qui ne l'est pas. Il ne l'est pas parce qu'il est habité par les deux pôles, les deux polarités. Et de ce fait, c'est le lieu de l'émergence. On le voit bien là. En fait, le yin va entrer, vient entrer dans la zone du yang, et comme un peu une roue comme ça viendrait parfois prendre un peu plus d'espace. Le tout, c'est d'équilibrer les énergies, et pas forcément dans certaines situations. Dans certaines situations, on va avoir besoin de plus de yang, plus d'être dans une action concrète, et parfois certaines situations vont demander au contraire un repli, de manière à soit se régénérer, soit venir comprendre, analyser, être comme ça dans une sorte de silence, de calme, de retrait, mais pas de rien. Le rien, ce serait cet espace infime qui ne serait pas un rien tel qu'on l'entend. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette notion parce que le vide, ça fait peur. Le vide, on l'associe à du rien. Et là, Pierre Fort, il nous dit que justement, c'est pas du tout le néant, quoi. C'est là où on vient se ressourcer. C'est confus, les énergies se fondent, mais elles se transforment. Elles se transforment pour rejaillir et venir dans une espèce de dynamique du vivant où on va être dans un renouveau, dans un regain. Et il nous dit d'ailleurs dans le livre qu'interroger le Yiking, ça consiste précisément à revenir au lieu où se produit ce changement. Alors je le cite dans une phrase que j'ai trouvée intéressante. Lorsque l'on interroge le Yiking, nous devons nous situer dans l'espace infime qui opère entre l'énergie yin et l'énergie yang. Cette fameuse ligne jaune. C'est là qu'on va tenter de se mettre lorsqu'on pose la question Yiking, qui nous donnera son conseil de savoir quelle énergie on déploie, plutôt une énergie yin ou plutôt une énergie yang. Alors j'ai tenté de vous trouver des images symboliques, alors en plus de ce schéma, pour illustrer ces propos et mieux comprendre cette notion de vide entre ces polarités. Alors on va imaginer un vaste océan en perpétuel mouvement. Donc les vagues, elles représenteraient les énergies yin et yang, et chacune apporte son propre rythme et son propre caractère. Et entre ces vagues se trouve un espace apparemment vide, un interstice, qui serait donc pas le néant, mais plutôt un creux, mais un creux vital. Et c'est dans ce creux, où la houle des vagues s'apaise momentanément, que se révèlent et se régénèrent les forces opposées, yin-yang. C'est là où Pierre Fort nous dit que c'est dans cette ligne comme ça, sinueuse, cette petite frontière, que les réalités naissent. S'imaginer qu'il y a comme une prise d'air entre ces deux énergies et que c'est précisément à ce moment que la transformation opère, c'est déjà comprendre que ces deux énergies sont indissociables et nécessaires à l'action et donc au changement. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur le tableau que je vous ai fait avec les principes yin et yang, donc on voit qu'il y en a 8. Je vous les ai mis un peu comme si ils étaient en opposé, mais on a vu que le terme opposé, c'était pas à voir comme un combat, une rivalité de forces qui s'affrontent de manière brutale. La combinaison de ces 8 trigrammes associés, elle donne 64 possibilités d'hexagrammes. Et pour vous résumer très vulgairement, alors l'hexagramme, il est constitué donc de 2 trigrammes, il est révélateur de situation, et le trigramme, qui est composé de 3 traits, yin ou yang, il serait les forces en présence. Et je pense que les connaître permet une lecture qui me semble un peu plus fluide
des hexagrammes. Alors, il y a une chose aussi dont je voulais vous parler concernant ces trigrammes, c'est que selon s'il est placé en haut ou en bas de l'hexagramme, sa dynamique, elle est forcément différente. On va prendre l'exemple du feu. Si je mets le trigramme du feu sous la terre, et donc la terre qui serait au-dessus, donc si je mélange ces deux trigrammes, ça nous donnerait donc le feu, donc qui est l'embrasement, qui est une sorte de rayonnement et de vivacité. Et au-dessus, il y aurait le trigramme de la terre, qui est plutôt le ventre, la matrice, le principe de réception. Alors ça nous donnerait l'hexagramme 36, qu'on appelle l'obscurcissement de la lumière. Encore une fois, selon les traductions, ils ne portent pas les mêmes noms. Mais on va essayer de tenter de faire une interprétation très succincte. On va reprendre les grandes lignes. De manière à vous montrer l'importance de l'emplacement du trigramme s'il est tantôt en bas ou tantôt en haut. Alors, cet hexagramme 36, je vous lis le début de son interprétation, de sa traduction. On va parler d'oppression, d'étouffement et de blessure. C'est un hexagramme qui nous dit que la situation, elle peut être un peu tyrannique ou pourrait être un peu en souffrance. C'est comme une sorte de lumière qui serait voilée en attente d'épanouissement. Alors on peut l'imaginer. Le feu sous la terre, comment on éteint un incendie? Souvent on pense que c'est de l'eau, alors pour des petites flammes, oui, ça peut être suffisant, ça peut être un drap, mais on vient recouvrir ce feu. Et là, si ce feu est recouvert de terre, eh bien, on est dans un état presque d'aveuglement, il parle même d'inconscience. Et le conseil qu'on pourrait nous donner si on tombait sur cet hexagramme, ce serait ne pas se laisser victimiser ou, et surtout, étouffer. Donc, avoir ce principe d'éléments en tête, ça permet déjà de se faire une idée et d'imaginer les choses de manière à une interprétation de l'hexagramme un peu plus facilitée. Si je l'inverse, donc je vais mettre la terre sous le feu, ça va me donner l'hexagramme 35 qui s'appelle l'avancée. Ce serait une sorte de progression qui conduit à se relever. C'est le temps où on fait passer de manière très subtile, mais comme si on faisait un pas qui serait nécessaire pour se manifester. Et dans le livre, il dit promouvoir ses vues. Je trouve ça assez joli parce qu'en fait, effectivement, là, la terre, elle supporterait le feu. Donc là, le feu, il serait visible. Et le feu, c'est une énergie de clarté, de vivacité. Le feu, ça s'embrase. Et pour être dans cette énergie, alors déjà, on voit qu'elle est complètement différente, mais on serait comme ça un peu soutenu, supporté. Et c'est le feu qui peut s'étendre et s'épanouir. Alors, il faut faire aussi attention parce que ça peut vite partir en flammes et en incendie de forêt incroyable. Mais à la base, on imagine quand même quelque chose qui rayonne. Et si dans cet hexagramme, on nous dit qu'on serait en capacité de briller, donc si ça répond à une question, est-ce que je me lance dans ce projet où j'ai un peu peur de cette réunion, comment je dois m'y préparer? Là, on va vous dire, en fait, vous allez pouvoir briller dans cette réunion, on va pouvoir vous voir, mais c'est sous certaines conditions. C'est-à-dire que tous les éléments sont là pour qu'on vous écoute, qu'on vous regarde, vous serez exposé, mais alors il n'y a pas de bon ou de mauvais dans les hexagrammes, mais on doit quand même faire un petit peu attention parce qu'on est dans une temporalité où il va falloir mesurer les choses pour agir au mieux, pas s'embraser, pas partir sur des grandes flambées, quoi. Donc, dans cet exemple, je voulais juste vous montrer que connaître les 8 trigrammes et savoir que si un trigramme est placé plutôt en haut ou plutôt en bas de l'hexagramme, selon l'élément associé, il peut être dans son plein potentiel ou au contraire un peu moins contrôlable ou confortable. Et en fait, tout dépend vraiment de l'élément avec qui il est associé dans l'hexagramme. Alors, pour vous résumer ce que je viens de vous dire, l'hexagramme du bas, il est symbolisé
par plus proche de la Terre, donc plutôt intérieur, et plutôt dans une sorte de commencement, l'action qui débute. Et l'hexagramme du haut, donc les lignes 4, 5, 6, il symboliserait plutôt l'extérieur, la montée vers le ciel, l'influence, ses effets, mais aussi la finalité. Je vous ferai un deuxième épisode. Alors, je l'ai un peu évoqué pareil dans l'initiation, mais là on va y revenir plus en profondeur sur la place des traits de l'hexagramme, parce qu'ils ont une signification, et là aussi ça peut venir nous aider dans la compréhension de notre lecture. Voilà ce que j'ai pu réunir comme information pour vous concernant les trigrammes. J'espère que j'ai pas été trop longue, que ça a été assez compréhensible et que ce sera un outil supplémentaire pour venir vous aider dans votre apprentissage du Yi Jin. Je rappelle que je fais des vidéos qui n'ont pas but d'être des formations érudites du sujet, mais plutôt des éléments de vulgarisation, parce que c'est un outil vraiment précieux, hyper intéressant, et on peut se décourager dans son apprentissage parce qu'il y a des subtilités, des choses qui sont... C'est quand même un ouvrage qui a été écrit il y a quasiment plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. On n'a pas vraiment les sources de l'auteur, on n'a pas vraiment les dates précises, mais dans un langage ancestral qui plus est chinois, donc remettre ça au goût d'un occidental en 2025, ça demande une petite gymnastique qui n'est pas forcément très compliquée, mais si ces vidéos peuvent vous aider à mieux vous approprier les choses et à pas vous perdre dans trop de textes et dans trop d'explications peut-être un peu complexes, j'en suis ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et la prochaine, on va voir ensemble, comme je disais, les traits d'un hexagramme, le placement des traits d'un hexagramme qui me semble aussi important à connaître de manière à mieux se saisir de cet outil génial. Voilà, à bientôt. Salut.